Bienvenue sur Céleri.net. Aujourd'hui, nous allons parler de nécromancie. Merci beaucoup à mes Patreons. Pour diverses raisons d'ailleurs. Donc, allons-y. La nécromancie. C'est sûr que j'ai vraiment beaucoup de contenu. Comme je l'ai montré sur Discord, j'ai 2 grosses pages pleines où est-ce que j'ai écrit quand même en assez petit. Mais c'est sûr que l'information que j'ai lue, que je n'ai pas nécessairement retranscrit, parce que des fois, je peux pas tomber trop précis dans la pratique, trop, parce que, tu sais, c'est pas, je veux pas vous montrer être nécromancien, parce que je ne le suis pas moi-même. Je fais juste une introduction, si ça vous intéresse. Ça sera à vous de vous informer plus, d'aller voir peut-être un nécromancien même, ou aller lire les livres nécessaires pour pouvoir commencer à pratiquer vous-même. Moi, je fais juste vous faire une intro de qu'est-ce que la nécromancie. La nécromancie, c'est une spécialité. C'est une spécialité dans le sens que c'est comme un médecin généraliste et un métier en soi. C'est comme un sorcier. On est comme maître tu sais, comme des arts généraux de la magie, de la sorcellerie. Le nécromancien, c'est un spécialiste. C'est comme un chirurgien. C'est comme justement un chirurgien cardiaque. C'est lui qui est vraiment plus maître. Il contrôle déjà tout ce qui est à contrôler. Mais le nécromancien, lui, il est vraiment spécialisé. C'est un maître dans son domaine. C'est un plus à sa formation comme de magie, de sorcier, en fait. La nécromancie, c'est l'art de communiquer et de contrôler l'esprit des démons. Pas des démons, pardon. Des morts. Je parle de démons ici parce que je veux faire une parenthèse. Dans la culture populaire, on dit souvent qu'un nécromancien contrôle les démons, il manipule les démons et tout. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il pourrait, mais c'est une pratique excessivement dangereuse. Même du fait d'essayer de, tu sais, comme discuter avec les esprits puis de les contrôler, ça aussi, c'est une pratique dangereuse. C'est parce que les esprits peuvent essayer de prendre le contrôle sur nous, peuvent nous posséder, peuvent avoir, tu sais, ils peuvent nous nuire en beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que on peut pas du jour au lendemain s'inventer nécromancien. Il faut vraiment étudier beaucoup le domaine, pratiquer, commencer lentement, mais être déjà maître dans l'art de pratiquer de la sorcellerie et de la magie. Parce que sinon, on peut pas justement débuter la magie en apprenant la nécromancie. On peut pas faire ça. En fait, donc, c'est l'art. En fait, la nécromancie, quand on décortique le mot, ça vient de nécro, qui ça signifie mort, et mancie, qui est une divination. Tu sais, parce que quand on parle, par exemple, de cristallomancie, de taromancie, en fait, juste le mot mancie signifie que c'est une forme de divination. Donc, la nécromancie, techniquement, si on se fie juste au mot, c'est la divination par les morts. Parce que les morts ont comme accès à des informations. Pas tous, on va l'expliquer tantôt. Les esprits ont comme... certains ont accès à des informations et nous, le nécromancien, peut poser des questions à ces esprits-là pour avoir l'information. Donc, par la suite, il y a une grande différence, parce que là, vous allez me dire, c'est du spiritisme. Non, ce n'est pas le spiritisme, il y a une grosse différence. En fait, le spiritisme, c'est de communiquer avec les esprits pour l'amusement, pour juste discuter avec eux, pour le fun. Et les esprits qui se connectent à nous, eux aussi, s'amusent dans le processus. Le spiritisme, c'est juste pour on discute et après, c'est fini. C'est vraiment... Ça peut attirer autant les esprits négatifs que positifs, mais quand c'est fini, on ne contrôle pas les esprits, on peut pas leur demander de faire quoi que ce soit, on peut pas... L'information qu'ils nous donnent est souvent très peu fiable, sinon pas fiable du tout, parce que les autres, ils sont là pour s'amuser, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire absolument n'importe quoi. Les médiums, parce que les médiums aussi font affaire avec les esprits. Un médium est un véhicule passif qui permet aux esprits de communiquer, de parler. En fait, l'esprit prend comme possession du corps du médium et il peut parler dans ses mots aux personnes qui désirent l'entendre.
Euh, le médium ne contrôle rien du tout. Le médium peut subir des dommages autant physiques que psychologiques de toutes ces interventions-là qu'il fait. En fait, il donne le contrôle de son corps aux esprits. La différence avec la nécromancie, le nécromancien, lui, contrôle absolument tout. Le nécromancien, il discute avec les esprits, il discute de... il vient comme ami avec les esprits et il peut lui demander aux esprits de faire des choses pour lui, d'aller chercher des informations pour lui. Mais c'est un travail très long et très ardu, mais qui donne des résultats. C'est la différence. Le nécromancien doit tout contrôler. C'est une nécessité. Parce que des fois, il fait affaire avec des esprits quand même assez puissants. Pour obtenir des résultats puissants, on doit faire affaire avec des esprits puissants. Et là, je parle pas de démons, parce qu'il n'y a pas simplement les démons qui sont puissants, il y en a d'autres. Donc, le nécromancien contrôle tout. Et c'est une pratique excessivement sérieuse. Ce n'est pas simplement on discute pour discuter et c'est drôle et après c'est terminé. Non, c'est un travail quand même qui est régulier, qui est courant. La nécromancie a 3 buts. Il y a acquérir des connaissances, c'est-à-dire on parle avec un esprit oracle qui nous... on pose des questions, il va chercher la réponse et nous en informe, comme par exemple se connaître les endroits des trésors cachés, par exemple aller chercher d'autres esprits qui peuvent nous fournir de l'information, aller découvrir pas nécessairement des nouvelles techniques, mais comme vraiment de l'information, autant dans le passé, le présent et le futur. Parce que les esprits ont comme accès à tout, mais c'est pas tous les esprits, on va le voir tantôt, c'est pas tous les esprits qui peuvent vraiment aller chercher ces informations-là. Manipuler les autres, bien sûr, parce qu'il y a d'autres types d'esprits qu'on va parler tantôt, que eux peuvent aller, comme je peux dire, hanter ils peuvent aller hanter d'autres personnes pour que, par exemple, Dead Breeze me doit de l'argent et je veux absolument qu'elle me paie. Donc, j'envoie, comme un esprit pour que l'esprit lui dise paie Zelda, c'est le temps que tu lui donnes de l'argent, c'est le temps. Je vais te nuire jusqu'à temps que tu lui paies tes dettes, et etc., etc. Et là-dedans, je fais une petite parenthèse, Dead Breeze ne me doit pas du tout d'argent. Mais c'est un exemple. Manipuler les autres, ça peut aller jusqu'à aller hanter, par exemple, une femme ou un homme pour qu'elle ne puisse pas voir d'autres hommes ou voir d'autres femmes, sauf à l'exception du nécromancien lui-même. C'est assez... la manipulation peut aller autant sur l'esprit parle à la personne et ça peut être aussi subtil que lui glisser une idée pour dire « Hey, téléphone à Zelda, c'est le temps. Hey, t'as tellement envie de téléphoner à Zelda. L'envie est là. L'envie est là. » Et à force de l'entendre, la personne, elle peut finir par croire que l'idée vient d'elle-même et le faire. Ça peut être très, 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 très subtil. Je continue. Il y a aussi de faire des illusions. Dans l'histoire, dans l'histoire du monde, il y a beaucoup de cas racontés comme quoi que les armées étaient souvent suivies par des nécromanciens qui agrandissaient de façon magique l'armée pour faire peur à l'adversaire. C'est comme s'ils triplaient, ils quadruplaient le nombre de personnes, le nombre de soldats dans l'armée pour que l'ennemi ait peur et soit moins courageux à la bataille, pour permettre de gagner la bataille. C'est le genre d'illusion que les nécromanciens faisaient. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? J'en ai franchement aucune idée. Mais dans l'histoire, il y a beaucoup de cas relevés comme quoi que c'est une pratique qui se faisait. Par la suite, l'historique de la nécromancie, parce que la nécromancie, ça vient pas d'il y a 100 ans, c'est quand même une pratique qui est excessivement vieille.
Depuis que le monde est monde, les peuples ont toujours voulu, ont toujours voulu conserver l'esprit de leur mort parce que, par attachement tout simplement, nos ancêtres, on les vénère, on les aime et comme si dans beaucoup de croyances, euh, comme par exemple les Celtes, eux, quand il y avait un mort, le mort restait même si souvent le corps était enterré proche de la maison, sinon dans la maison même, et ils continuaient à parler à leur mort, à leurs ancêtres, comme si ils étaient toujours présents dans la maison. Comme s'ils étaient toujours là. Ils les nourrissaient, ils leur parlaient. Hey, salut grand-papa, comment ça va? Je suis contente que tu sois là. Tu me manques, comment ça va? Aujourd'hui dans ma vie, c'est passé ci, ça, ça. Donc, c'est vraiment, dans beaucoup de peuples, les morts sont vénérés par les vivants, sont aimés, sont vénérés. Et c'est ça, en fait, le principe un peu de la nécromancie. La nécromancie est mentionnée aussi dans beaucoup de mythologies. On en parle dans la Bible. Dans la Bible, c'est la sorcière de Endor qu'un roi consulte pour savoir l'issue d'une bataille. Et là, Dieu est fâché parce que même la sorcière de Endor l'avertit. Est-ce que tu es sûr que tu veux mes services? Car c'est interdit, car c'est une pratique qui n'est pas permise. Le roi décide quand même de faire affaire et Dieu se venge. En tout cas, c'est un détail. Mais ce que la sorcière de Endor, toute la technicalité qui est expliquée dans la Bible, ça ressemble pas mal à la nécromancie pratiquée. En fait, elle avait un esprit familier qui faisait venir l'esprit l'esprit qui avait la réponse, pardon, pour répondre aux questions du roi. Mais encore là, la sorcière, la nécromancienne, avait parfaitement le choix de dire non, je ne te veux pas comme client, car ils sont libres, ils ne sont pas serrés au fait que je veux de l'argent, donc tu me paies pour mes services. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, mais dans le récit biblique en tant que tel, c'est ce qui s'est passé. Dans la Rome antique, qui ont toujours vénéré leur mort. La Grèce aussi, dans l'Odyssée, Ulysse il fait usage de nécromancie pour connaître l'issue de son Odyssée, en fait. En Grèce, ça s'appelle la Nekia, qui est en fait l'art d'invoquer les morts, tout simplement. Dans l'Égypte, évidemment, on s'attend que, étant donné que les Égyptiens ont un livre des morts, on s'attend un peu à ce qu'ils connaissent un peu le principe de la nécromancie. La nécromancie, anciennement, était ni bonne ni mauvaise. La nécromancie, c'était simplement un art divinatoire quelconque, comme tous les autres, qui était neutre. Ça dépendait vraiment du praticien lui-même, lui-même, qui décidait s'il voulait être bon ou mauvais. C'est venu avec, je sais pas si vous étiez là pendant mon stream sur sur l'histoire de la magie, ma première partie sur l'histoire de la magie. Je discutais qu'à un moment donné, c'est devenu, toutes les pratiques magiques sont devenues très dérangeantes pour l'Église catholique, qui ont commencé à les démoniser. La nécromancie fait partie des pratiques qui ont totalement été démonisées par l'Église catholique. C'est pendant l'Europe médiévale, l'Église catholique répandait comme rumeur, comme quoi que l'esprit des morts était en fait des démons qui faisaient semblant d'être les morts, les défunts, les ancêtres, pour mieux manipuler les vivants. Et là, la nécromancie est devenue totalement bannie. L'Église catholique a fourni une tonne d'histoires totalement épouvantables pour prouver leurs faits. Ils ont justement inventé beaucoup d'histoires pour vraiment prouver le fait que c'est des démons qui jouent de nous et non pas nos réels défunts, parce que les défunts restent au paradis et ça se termine là.
Est-il possible que j'ai ressenti la présence de mon grand-père décédé pendant presque 6 7 ans? Pouvait sentir son odeur. Oui, oui, c'est exactement comme ça. Quand on ressent les défunts, ça peut être autant qu'ils nous parlent, ça peut être souvent c'est l'odeur qui vient le plus à notre nez, qui nous fait savoir que c'est eux. Donc oui, parfaitement. Moi, quand ma mère est décédée, je l'ai ressenti pendant quelques temps avant qu'elle quitte littéralement pour l'autre monde. Elle est venue me voir. Je la sentais, c'était quand même assez puissant. Je l'ai même vu. Oui, nos morts viennent, les morts de nos ancêtres viennent nous voir. Euh, Si on ne maintient pas le lien, ben maintenant, ils quittent pour l'autre monde, évidemment. Mais on peut toujours les rappeler. Justement, les films puis les jeux vidéo aujourd'hui continuent à renforcer, ils renforcent encore plus la croyance que l'Église catholique a envoyée comme dans leur histoire, comme quoi que les nécromanciens faisaient venir des démons, ils étaient méchants pour nuire à tout le monde et tout. Donc, oui, c'est bien le fun jouer un nécromancien dans un jeu vidéo, mais ça ne représente pas du tout la pratique. Par la suite, là, on va parler de la base de la nécromancie. C'est quoi, en fait, comment ça fonctionne. La base de la nécromancie, qu'est-ce qu'un esprit familier? Parce que c'est le terme qu'on emploie. Un esprit familier, c'est un esprit qui vient régulièrement nous voir, qui reste avec nous et avec qui on discute quotidiennement. C'est un esprit qui est là comme un familier, en fait, je ne veux pas comparer les esprits avec des chats, avec des animaux, mais c'est comme vivre avec un chat. Il est toujours là, il est présent, on lui parle, on lui donne de l'attention. Un esprit familier, c'est exactement la même chose. Il est là, on lui parle, autant de tout et de rien. On lui donne de l'attention, on lui donne de la nourriture, parce que oui, on peut donner de la nourriture aux esprits. Un esprit familier, c'est tout simplement ça. Est-ce que tous les esprits sont accessibles? Non. Il y a des esprits qui veulent absolument rien savoir des vivants. Parce que un esprit avec qui on peut discuter, autant avec le Ouija qu'en nécromancie, c'est des esprits qui sont intéressés par le monde des vivants, qui veulent interagir avec le monde des vivants. Il y en a certains qui veulent absolument rien savoir et on a beau faire autant d'efforts qu'on veut, on n'arrivera jamais à accéder à ces esprits-là. Il y en a beaucoup aussi, on appelle ça des esprits perdus. C'est des esprits qui ignorent complètement qu'ils sont morts. Ils sont totalement ignorants. Eux, ils pensent qu'ils continuent à vivre, comme quelqu'un qui s'est fait, par exemple, assassiner dans son sous-sol. L'esprit est là et c'est comme s'il attendait de se réveiller pour continuer sa vie normalement. Il n'a aucune idée qu'il est mort et des fois, on peut tout simplement lui dire, mais ces esprits-là ne sont pas toujours réceptifs à ce type d'informations-là. Parce que c'est quand même assez dur de se faire annoncer que, ouais, en fait, tu es mort. Est-ce que tous les esprits sont fiables et honnêtes? Pas du tout. Il y a beaucoup d'esprits néfastes, d'esprits négatifs. Il y a aussi des esprits farceurs qui aiment bien s'amuser avec nous. Par exemple, on peut appeler un ancêtre et c'est un esprit farceur qui est là et qui s'amuse à se faire passer pour un ancêtre, se faire passer pour un esprit puissant euh, qui permet qui nous promet une tonne de choses pour dire oui, moi je suis assez puissant pour faire pour hanter telle personne pour que tu aies ce que tu veux. Mais en réalité comme c'est pas vrai du tout. Il y a des façons pour le nécromancien d'avoir une idée. Souvent c'est ce type d'esprit là sont impatients. Ils veulent tout de suite. Ils veulent avoir la récompense tout de suite. Ils veulent qu'on leur donne la nourriture. Ils veulent qu'on leur donne l'attention. C'est immédiat. Tandis qu'un esprit qui est sérieux, il va attendre de nous fournir le résultat avant que nous, on le nourrisse. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On voit le résultat, pas simplement lui qui vient nous dire « Hey, c'est fait, merci ».
Non, il faut que nous, on voit le résultat et ensuite, on le récompense pour le résultat, pour le travail fait, en fait. Parce que c'est comme si le nécromancien était un employeur et l'esprit devenait l'employé. Autant que l'employeur a le résultat du travail de l'employé, que l'employé, lui, est rémunéré pour son travail. Ça fonctionne de la même façon. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Ils promettent beaucoup de choses, les esprits qui sont mauvais ou les esprits qui sont, les esprits farceurs, en fait. Ils nous promettent beaucoup de choses, mais ils ne fournissent pas les résultats. Ils sont tout simplement là pour faire perdre notre temps et c'est important vraiment d'essayer de distinguer, de faire attention, de les tester en réalité pour vraiment découvrir si cet esprit-là dit réellement, est vraiment capable de faire ce qu'il dit. Les esprits mauvais, ils vont aussi essayer de prendre le contrôle de nous. De là pourquoi que la nécromancie, c'est une spécialisation, parce que c'est un art qui est très difficile à contrôler, parce que beaucoup d'esprits tentent continuellement de nous contrôler, de prendre possession de nous, de prendre possession de notre corps, pour que ça soit vraiment l'inverse, ce soit nous qu'on fait ce qu'ils veulent et non pas eux qui fassent ce qu'on veut. C'est pour ça que le nécromancien doit vraiment se protéger de façon adéquate et doit toujours rester à l'affût, doit toujours, je peux te dire, se méfier. Il doit toujours, comme tester les nouveaux esprits qui se présentent. C'est sûr qu'un esprit qui a fourni des preuves, eh bien, le nécromancien peut lui faire confiance, mais c'est pas n'importe quel esprit qu'on veut voir arriver. Et le nécromancien ne fait pas, est pas un bar ouvert pour tous les esprits. Il les sélectionne, il a des façons de se protéger aussi, que je vais parler plus tard. Quand une personne décède, elle décède avec son bagage, avec sa sagesse, avec ses connaissances, avec ses croyances, sa religion, avec ses préjugés, avec ses intérêts, et l'esprit reste avec tous ces éléments-là. Quand on parle avec un esprit, souvent il va nous parler de ses intérêts, de ses croyances, de sa religion, et il est presque impossible de le faire changer d'idée, de le faire changer de religion, de le faire voir autre chose. Ils sont quand même assez, comme centrés sur ça. Un esprit n'est pas plus sage parce qu'il est mort, n'est pas plus intelligent parce qu'il est mort. Ils gardent leur sagesse et l'intelligence qu'ils avaient de leur vivant au moment de leur mort. Mais ça ne les empêche, ils peuvent quand même apprendre. Mais c'est quand même assez difficile. On va le voir plus tard. Qu'est-ce que l'esprit familier peut apporter au nécromancien et qu'obtient-il en échange? Ah, la grande question de pourquoi qu'un esprit irait s'associer au nécromancien. Parce que là, depuis le début, je parle de ce que le nécromancien peut recevoir d'un esprit, mais pourquoi que l'esprit, il le ferait en fait? Pour commencer, les esprits ne sont pas limités comme les vivants, parce que nous, on est limité à notre plan physique. Les esprits ont accès à tout le plan astral. Les esprits, comme je l'expliquais tantôt, ils voient le passé, le présent et le futur. Ils ont quand même accès à de l'information s'ils font l'effort d'aller chercher, et ce n'est pas tous les esprits qui veulent faire l'effort. Ils peuvent justement, les esprits peuvent faire des tâches qui sont bénéfices aux nécromanciens. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. En contrepartie, le nécromancien les nourrit. Avec de la nourriture, de la vraie nourriture. En fait, le nécromancien leur montre un autel sur lequel il pose un objet, je vais en parler plus tard dans comment pratiquer, et il leur fournit de la nourriture, un bol de nourriture qui est simplement pour un esprit, pour cet esprit-là. Ça peut être du riz, ça peut être du pain, des légumes, des fruits, de l'eau. Parce que autant, quand on fait des recherches dans la mythologie, on lit beaucoup que les esprits sont toujours assoiffés. Donc, on peut leur donner de l'eau. Mais sans sel.
Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous avaient entendu parler que pour se protéger des esprits, on peut s'entourer de sel, on peut mettre du sel sur le bas de nos portes, parce que le sel euh, répulse les esprits, ils n'aiment pas ça. Donc, la nourriture qu'on leur donne ne doit pas avoir de sel. Euh, Ils n'aiment pas la viande non plus. On peut leur donner de la bière, un exemple. C'est très déconseillé aux esprits qui étaient des alcooliques pendant leur vivant. Parce que ils vont tout simplement, ils feront jamais rien de bon pour nous. Ils vont toujours vouloir avoir leur nanane, comme on peut dire par ici. Et le nécromancien aide les esprits à cheminer pour le permettre aux esprits de payer leurs dettes karmiques. Parce que quand on décède, des fois, on a souvent fait des mauvaises choses pendant notre vie. On a des dettes karmiques. Tu sais, des fois, quand on dit on ne faut pas salir son karma pour quelque chose d'aussi banal qu'une simple petite vengeance, ben salir son karma, c'est ça. Quand on meurt, on reste avec ce karma-là. Et les esprits veulent tout simplement essayer de laver leur karma. Donc oui, ils aident le nécromancien. Et le nécromancien les guide. Le nécromancien leur donne des conseils, les aide à essayer de passer au travers de tout ça. Ce que j'ai pas mentionné tantôt par rapport à la nourriture aide les esprits à augmenter leur force vitale, leur énergie vitale, puis qui permet de leur donner plus de force, plus de puissance. En fait, parce qu'un esprit qui a écoulé toute son énergie vitale disparaît. Selon la croyance de nécromancie, l'esprit disparaît complètement. Il n'y en a plus. Donc, en nourrissant les esprits, ça leur permet d'augmenter leur énergie vitale. Mais même encore là, si vous vous dites « Hey, je vais mettre un peu de nourriture sur mon comptoir de cuisine, je veux nourrir les esprits de mes ancêtres », ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que n'importe quel esprit autour peut aller se nourrir dedans. Et on va simplement nourrir on peut nourrir des esprits mauvais, on peut nourrir à peu près n'importe qui. Donc, il faut vraiment procéder d'une certaine façon. Et selon la croyance des nécromanciens, de la nourriture laissée sur le comptoir d'une cuisine, de l'eau laissée sur un bureau, sur un comptoir, toute nourriture ou eau qui n'est pas couverte. Par exemple, on laisse ça pendant une nuit, les esprits peuvent penser que c'est pour eux et on peut les encourager à rester ici. C'est comme si on mettait de la nourriture à l'extérieur qui va nécessairement attirer les animaux errants du coin. On va nourrir les chats, les moufettes, on va nourrir les ratons laveurs qui vont ensuite faire le bazar dans notre cour, qui vont faire leurs besoins dans notre cour, qui vont détruire nos choses, qui vont... Donc, c'est ça, tu sais, il faut pas nourrir justement des créatures qu'on veut pas qu'ils restent ici. Donc, en évitant de laisser de la nourriture sur le comptoir qui ne sont pas couverts. Quand je parle de couverts, je vais vous donner un exemple. C'est comme si je prenais mon verre d'eau, puis en le couvrant comme ça par un livre, les esprits ne peuvent pas s'abreuvoir dedans, donc ils comprennent que c'est pas pour eux. C'est tout simplement ça, même chose pour la nourriture. Les esprits familiers ont des bénéfices à travailler avec le nécromancien, autant que le nécromancien a des bénéfices de travailler avec l'esprit familier. Tout simplement, en plus de cette nourriture-là, puis de cette aide-là et guide que le nécromancien peut apporter aux esprits, eux aussi, ça les désennuie. Ils aiment ça, parler avec des personnes. Ils aiment ça, apprendre de nouvelles choses. Mais ils sont quand même limités par leur époque. Un exemple. Vous parlez avec un esprit qui est né dans les années 1800. Si vous lui parlez, vous lui expliquez le concept de comment fonctionne un réfrigérateur, comment fonctionne un four à micro-ondes, l'esprit va être totalement largué, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre la technologie, il n'est pas là. Selon lui, c'est de la magie et c'est tout. Il n'a pas les capacités intellectuelles pour comprendre. Parce que ça n'existe pas, il ne comprend pas les principes. C'est difficile de leur faire apprendre des choses. Il y a certains types d'esprits qui sont ouverts à ça.
est-ce que le nécromancien peut prendre n'importe quel esprit comme familier? Non, certainement pas, non. Parce que, comme j'expliquais tantôt, il y a des esprits néfastes, il y a des esprits farceurs que eux, on veut totalement tasser, on ne les veut pas. Euh, il y a aussi le fait que la personnalité doit correspondre avec celle du nécromancien. Par exemple, si votre grand-père était un fanatique religieux, que lui, sa religion, c'était tout, qu'il était toujours en train de prier, qu'il était toujours en train de... c'est très important, et que vous avez une autre religion, vous êtes athée, vous pratiquez la magie et tout, il va avoir un gros combat de personnalité, et l'esprit, tout simplement, va s'en aller et ne reviendra plus jamais. En fait, il faut s'associer avec des esprits que si ils étaient vivants, ça pourrait être nos amis, ça pourrait être nos proches. Euh, c'est, euh, ces esprits-là, c'est vraiment des intérêts communs, c'est comme des croyances communes. On veut éviter aussi tu sais, quand que je parle de fanatisme religieux, ça peut être aussi des extrêmes comme étant, tu sais, comme j'expliquais tantôt, un alcoolique. Ça, on n'en veut pas parce que leur information est pas fiable. De toute façon, ce type d'esprit-là tourne pas mal tout le temps vers les tavernes. C'était leur coin de prédilection. Euh, donc, les esprits familiers qu'on doit se trouver, c'est vraiment des esprits avec lesquels on se sent bien, c'est agréable de discuter et que les intérêts sont communs. Est-ce que tous les esprits ont les mêmes habiletés? Non. Il y a différentes puissances dans les esprits. Tu as des esprits qui sont plus bas selon leur rang, parce que tu en as qui sont ils ont des rangs bas. Il y en a d'autres que leurs rangs sont beaucoup plus élevés. Quand que je parle de rang, c'est vraiment une question de puissance. Euh, Ça va aussi selon leurs intérêts. Un esprit qui est intéressé à apprendre, qui est intéressé à apprendre des choses, justement à connaître des choses, ce type d'esprit-là vont être plus enclins à aller nous chercher de l'information. Ils veulent apprendre. Ça les intéresse. Donc, on va aller chercher cette capacité-là de ces esprits-là. Il y a d'autres types d'esprits que eux, ce qu'ils aiment, c'est, comme on dit en bon québécois, écœurer les vivants. C'est d'aller taquiner les vivants, c'est d'aller les hanter, si on peut dire comme ça, aller leur donner des petites pichenottes, comme on dit au Québec. Ce type d'esprit-là aussi ont des habiletés et les nécromanciens s'en servent. Je vais en parler plus tard. Donc, quel type de relation le nécromancien et l'esprit doivent avoir? Là, on tombe dans une partie un petit peu plus touchée. Le nécromancien et l'esprit doivent doivent avoir une relation amicale. C'est une amitié qui discute. T'as pas de je suis ton maître, tu dois m'obéir. T'as pas de. C'est pas vraiment une hiérarchie rendue là, c'est vraiment une relation amicale. Parce que si l'esprit se sent pas bien, il va tout simplement partir et il ne reviendra plus. Il doit avoir vraiment des bénéfices des deux côtés. L'esprit veut discuter avec les vivants, on lui offre cette possibilité-là, on s'entend bien avec l'esprit, nous sommes amis, on discute régulièrement et ça va bien comme ça. Encore là, des fois, on entend parler des histoires comme quoi il y a du monde qui se marie avec un esprit d'un mort, qui a des relations sexuelles avec l'esprit des morts. Ça, c'est complètement à éviter. Parce que, en fait, quand on laisse l'esprit rentrer beaucoup, beaucoup plus intime, physiquement intime, là, il y a une prise de possession qui peut se faire de notre corps. L'esprit peut nous contrôler. Si c'est un esprit, par exemple, maléfique, qui réussit à nous convaincre qu'il est amoureux de nous et qu'on développe des sentiments pour lui et qu'on laisse entrer en nous, nécessairement, cet esprit mauvais-là, c'est ce qu'il veut et il va prendre possession de nous, il va prendre possession de notre corps et il va nous contrôler et ça, on n'en veut pas du tout. Donc, tout ce qui est relation intime, tout ce qui est amour avec un esprit, on évite totalement.
Par la suite, la pratique. Enfin, ce que vous allez me dire, on va voir comment que on pratique la nécromancie. Qu'est-ce qu'un Oboth? C'est en fait un terme, si vous faites une recherche sur Google là-dessus, vous ne trouverez pas grand-chose en réalité. C'est en fait une maison c'est la maison de l'esprit. Donc, c'est l'endroit où est-ce que l'esprit va se sentir bien. Là, c'est une petite maison qu'on va lui faire. Ça peut être un pot spécial bien décoré, ça peut être une poupée. Et la poupée, c'est important que elle soit quand même, tu sais, comme jolie, qu'elle représente cet esprit-là. Et c'est assez bizarre à dire qu'il y a le sexe de cette, qui est sexué, la poupée. Si l'esprit c'est un homme, ben la poupée doit être un homme avec son sexe. Lui se dit et que sa tête ne soit pas amovible. Oui, là, soudainement, on pense à des films d'horreur. Hein? Mais même encore là, qu'elle soit amovible ou pas, qu'elle puisse bouger, je suis à peu près convaincue que si vraiment ces films d'horreur-là, ça fonctionne comme ça, elle réussirait à bouger pareil. Donc, c'est ça. Un Oboth peut être aussi un crâne humain. En fait, les archéologues ont trouvé des crânes humains, tout bien nettoyés, tout bien décorés, qui démontrent vraiment que cette pratique-là, que c'était l'outil utilisé. Ces crânes-là dataient de plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est quand même assez vieux. C'est quand même une pratique qui était quand même assez courante. Voici ce que je parlais de crâne tout bien nettoyé et bien décoré. En fait, j'ai tiré l'image de la série Dresden, que ce crâne-là, il s'appelait Bob, je crois, qui avait un esprit qui avait été piégé à l'intérieur, il avait fait des mauvaises choses et un sorcier avait piégé son esprit pour le punir. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça en réalité, mais je voulais juste vous montrer un exemple de qu'est-ce qu'un crâne décoré. C'est sûr que je vous recommande pas d'aller déterrer un mort pour avoir son crâne. Ça peut être tout simplement un faux crâne aussi. C'est pas obligatoire que ça soit un crâne humain. S'il vous plaît. Le but comme de la maison pour l'esprit, en fait, c'est de pouvoir communiquer avec l'esprit, que l'esprit ait un endroit où aller et nous, qu'on puisse communiquer plus directement avec lui. Un esprit oracle ou un esprit divinatoire, c'est un esprit avec lequel on travaille pour essayer de chercher de l'information. C'est un esprit qui trouve l'information qu'on lui demande. Évidemment, quand on teste ce type d'esprit-là, il ne faut pas déjà connaître la réponse. Mais la réponse doit être facilement trouvable par nous par la suite pour qu'on puisse tester l'esprit. Parce que lui peut savoir ce qui se passe dans notre tête. Donc, si on connaît déjà la réponse, il va nous la dire directement parce qu'elle est là. Donc, on lui pose une question qu'on ignore la réponse. Lui va chercher, nous ramène la réponse et ensuite, on peut aller vérifier si vraiment cet esprit-là est bon et fiable. L'esprit oracle peut aussi nous trouver des esprits, d'autres esprits qui peuvent nous communiquer de l'information, qui peuvent aider, comme dans le cas de la sorcière de Endor dans la Bible. Elle avait son esprit familier, qui est en fait un esprit oracle, et pour avoir la réponse qu'elle veut, le roi voulait faire venir un prophète. J'ai l'impression un prophète, me semble que oui. Et elle a utilisé son esprit familier pour aller chercher l'esprit qu'elle avait besoin pour lui poser directement la question à cet esprit-là. Donc, il sert aussi à ça, aller chercher d'autres esprits. Comme par exemple, quand tantôt, on va parler des esprits qui font plus du travail, les esprits opérationnels, c'est l'esprit oracle qui va aller chercher un esprit qui pourrait fitter, qui pourrait bien marcher avec nous. Cet esprit oracle-là est aussi de bons conseils. T'sais, on peut aussi lui parler pour lui demander des conseils. On achète une maison, par exemple. On veut avoir, on cherche pour acheter une voiture ou il se passe quelque chose dans nos vies. Cet esprit-là peut aussi nous donner de bons conseils. C'est vraiment un esprit qui communique avec nous.
Un esprit oracle doit être curieux, intellectuellement parlant. Il doit avoir la capacité d'apprendre rapidement, parce que c'est pas tous les esprits qui peuvent apprendre, parce que c'est très, 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 très difficile pour eux d'apprendre. Ce type d'esprit-là, il peut justement appeler l'esprit d'un mort pour qu'on puisse communiquer avec cet esprit-là, que ce soit permanent ou tout simplement temporaire. Euh, mais l'esprit qu'il appelle, qu'il va chercher, ne peut pas être d'un rang plus élevé que lui. Parce que les esprits de rang plus élevé sont comme plus puissants. Ils peuvent tout simplement dire je veux rien savoir, c'est non. L'esprit oracle peut aussi appeler un esprit formateur pour lui montrer, pour que l'esprit oracle puisse apprendre comment faire venir d'autres esprits pour qu'ils deviennent mieux, plus puissants et tout. Donc, c'est quand même très important quand on parle de nécromancie, de mancie en fait, mais c'est vraiment l'esprit oracle qui fait tout le travail. Qu'est-ce qu'un idéonyme? Encore là, c'est un gros mot. C'est tout simplement un pot en fer ou une boîte de bois dans lequel on met des objets personnels de l'esprit. On peut mettre sa photo, on peut mettre toutes sortes de choses et il fait office de balise de localisation pour que l'esprit puisse revenir à nous. En fait, euh, ça nous amène à parler d'un esprit opérationnel ou un esprit de travail, parce que, encore là, c'est pas les termes exacts, c'est vraiment ma traduction libre. Un esprit opérationnel, c'est l'esprit que, justement, lui, on lui donne une mission, il va faire son travail, et quand c'est terminé, il nous revient. Donc, la balise de localisation lui permet de savoir, de savoir où revenir vers nous, parce que quand on lui donne un travail pour dire quand c'est terminé, reviens vers moi. Et ensuite, par exemple, je voulais tantôt que Dead Breeze me rembourse ses dettes. Eh bien, l'esprit opérationnel va aller voir Dead Breeze, va la convaincre de hey, écoute, tu dois absolument payer Zelda. Et quand que c'est terminé, l'esprit revient. Moi, je vais voir, ah ben oui, Dead Breeze me payer, et voilà, c'est fait, merci, je te récompense. Parce qu'un esprit, quand il nous donne ce qu'on veut, nous, on doit les récompenser par de la nourriture, par, tu sais, comme de l'attention et tout. Nous, on doit le récompenser. Un esprit opérationnel aime bien, justement, avoir des récompenses comme ça. Souvent, la récompense ultime, ce serait comme un petit peu de bière, un petit peu de, d'alcool, mais jamais d'effort. Pour accomplir les tâches demandées par le nécromancien, ce type d'esprit-là doit avoir des qualités vraiment précises. Il doit être amoral. Parce qu'un esprit qui dit non, moi je ne veux pas déranger les vivants, ne peut pas être un esprit opérationnel, parce que son but, c'est de déranger les vivants. Il doit être contrôlant. Et là, encore là, ce type d'esprit-là, c'est très dangereux pour le nécromancien parce que l'esprit peut essayer de tenter de contrôler le nécromancien. Mais l'esprit doit être contrôlant justement pour pouvoir acquitter de sa tâche, acquitter de sa mission. Il doit être manipulateur pour les mêmes raisons. Il doit avoir le goût du pouvoir, le goût de la réussite, de la victoire. Ça doit ça doit le griser au plus haut point. C'est ce type d'esprit-là qui est vraiment visé pour devenir un esprit opérationnel. Évidemment, il doit être puissant, sinon ça sert absolument à rien. Il ne pourra pas offrir ce qu'il nous promet. Ce type d'esprit-là, ça peut être un meurtrier ou un criminel, mais c'est un type d'esprit qui est très dangereux à travailler parce que eux, ils veulent absolument prendre le contrôle sur nous. Eux, ils veulent absolument... ils veulent pas qu'on se faire dire va faire ça, il va le faire. Mais quand on réussit à avoir une bonne relation, quand on est un nécromancien quand même très, très, très expérimenté dans le domaine de la nécromancie, on peut réussir à contrôler ce type d'esprit-là. Et évidemment, c'est le type d'esprit qui sont les plus puissants, qui apportent le plus de résultats. Mais c'est dangereux. En fait, on pose la question à savoir comment on sait si l'esprit est puissant ou non. En fait, ça dépend vraiment de l'information qu'il nous rapporte, des résultats, en fait. Plus que les résultats, ils sont rapides, ils sont présents et vraiment concrets à 100%, ça veut dire que l'esprit est puissant. Il est capable de faire des choses. Si l'esprit nous promet d'aller de faire un travail opérationnel et le travail ne se fait pas, n'aboutit pas, ben l'esprit est pas assez puissant pour
pour le travail qu'on lui a demandé. En fait, on dit, en nécromancie, il faut toujours, toujours, toujours tester les esprits, autant pour tasser ceux qui sont mauvais, puis les esprits farceurs qui veulent nous faire croire qu'ils sont hyper puissants et capables, et qui veulent. Faut les tester autant pour ça que autant pour voir si ils sont puissants ou non. Parce que tout simplement, quand on se rend compte qu'un esprit n'est pas assez puissant, on peut tout simplement leur dire, quand écoute, je te libère, tu peux comme continuer à te promener et tout. Moi, je vais tout simplement arrêter de discuter avec toi. Il faut quand même rester courtois avec les esprits parce qu'ils peuvent quand même nous déranger. Donc oui, c'est la façon, il faut toujours, toujours tester. Donc, comment débuter? En fait, on peut débuter avec les esprits de nos ancêtres, parce que souvent, c'est le type d'esprit qu'on connaît le mieux. Il faut s'informer sur l'esprit, faut connaître son nom, il faut connaître sa vie, il faut connaître des détails, parce que si on veut l'attirer, il faut vraiment l'intéresser. On peut, au départ, il recommande de faire un hôtel, un hôtel pour nos ancêtres, et il faut leur parler quotidiennement. En fait, on leur place comme une photo ou tout et on leur donne de la nourriture à tous les jours. On leur donne de la nourriture, on peut leur donner de l'eau et on leur parle. Par exemple, bonjour grand-papa, aujourd'hui c'est passé ci, ça, et on discute. Après quelques semaines, parce que oui, le travail est long, est très long, après quelques semaines, les esprits avec lesquels les esprits qui se présentent vont nous parler en retour. Et encore là, on peut utiliser, parce que pour discuter avec un esprit précis, il faut s'être informé vraiment grandement, parce que si c'est un esprit farceur qui est là, il faut lui poser des questions qui fait en sorte que qui fait en sorte qu'on peut le démasquer. Si par exemple, bon, mon grand-père, sa femme s'appelait Lisanne, et l'esprit arrête pas de me parler de Liliane, ben c'est parce que c'est pas le bon. C'est pas mon grand-père en réalité. Donc, il faut essayer de les tasser, mais quand on commence à pouvoir leur parler, on discute quotidiennement, on leur donne de la nourriture quotidiennement et tranquillement, pas vite, on établit une belle relation. Si des fois l'esprit peut être fâché, partir, revenir quelques temps plus tard, l'esprit peut, il peut avoir une mésentente au niveau, une non-concordance de la personnalité qui fait en sorte que, ben, regarde, les esprits, on s'entend pas et ils quittent. On peut appeler d'autres ancêtres plus loin, mais encore là, il faut s'informer, il faut être très patient. Quand on développe une relation qui est très saine avec un esprit de nos ancêtres, ça peut prendre des mois, encore là, établir vraiment une très belle relation, lui parler à tous les jours. Cet esprit-là peut nous recommander d'autres esprits qui peuvent devenir des esprits oracles. Et ensuite, cet esprit oracle-là peut nous recommander des esprits pour devenir des esprits opérationnels. Le travail de nécromancien, c'est très long, très fastidieux. Dead Breeze, elle mentionne, dépendamment aussi à quel point le récepteur, qui est le nécromancien, détecte aussi le flux énergétique de l'esprit. Oui, c'est sûr que le nécromancien peut le sentir. Il y a un ressenti assez fort qui peut être créé entre les deux. Il y a comme moi je le dis, des moyens de faire des demandes mineures, mais je crois qu'il y a aussi un travail de compréhension et de développement relationnel qui doit se faire avec certains ancêtres qui viendraient nous aider dans nos demandes. Oui, c'est ça. C'est comme une relation. J'ai une amie. Bon, ben, Dead c'est mon ami. Je peux lui demander de faire des choses pour dire, hey, s'il te plaît, pourrais-tu m'aider pour faire telle chose? Dead le fait. En fait, la relation qu'un nécromancien a avec un esprit, c'est le même type de relation qu'on peut avoir avec un ami. La seule différence, c'est que l'esprit n'a pas de corps physique. Il n'existe pas sur le point physique. La dévotion qu'on donne à nos ancêtres attire les esprits sérieux qui voudraient travailler avec nous, qui voudraient avoir de l'attention. Donc, c'est assez important de garder une dévotion envers nos ancêtres. Si un nouvel esprit arrive, si on se lasse de nos ancêtres et qu'on arrête de leur parler, cet esprit-là aussi va partir. Donc, c'est un travail qui est quand même assez
qui est quand même assez important, qui demande beaucoup de temps, parce que oui, on a un esprit oracle, oui, on a un esprit qui est plus opérationnel, mais on doit continuer quand même à parler avec nos ancêtres quotidiennement. Même chose pour les autres. Donc, c'est quand même, ça demande beaucoup d'investissement. L'hôtel sur lequel on monte, justement, autant pour les ancêtres que pour l'oracle, est très difficilement déplaçable. Quand on le place à un endroit précis, elle ne doit pas bouger. Si on désire le bouger, ça doit être long comme travail, parce que là, on doit parler à l'esprit, il faut lui dire que le nouvel endroit est meilleur, il faut aller lui présenter, il faut aller pour ensuite, tranquillement, pas vite, aller déplacer l'hôtel. C'est quand même un travail quand même assez long. Donc, l'hôtel où est-ce que vous le placez, il faut quand même que ce soit l'endroit définitif. Et j'ai lu une histoire quand même assez comique pour dire qu'une chambre à coucher n'est peut-être pas nécessairement un bon endroit pour ça. Tout simplement qu'il y avait une femme qui a fait devenir l'esprit de son grand-père, et que son grand-père, il s'est fâché, il s'est plaint d'arrêter de courir en face de lui tout nu. Complètement nu. Mais ça reste que c'est sa chambre à coucher. Et quand elle se change et tout, le grand-père, lui, comprenait pas qu'il y avait cette insulte-là, parce que lui, une femme ne doit pas être nue. Donc, idéalement, la chambre à coucher, c'est pas vraiment le bon endroit. C'est un petit exemple, une petite parenthèse. Par la suite, quelles sont les qualités requises d'un bon nécromancien? En fait, un nécromancien doit être très, très, très patient. Le nécromancien doit avoir du temps à consacrer à sa pratique. Le nécromancien doit être persévérant. Il doit être travaillant. Il doit avoir beaucoup, beaucoup d'expérience en magie pour essayer de ne pas être pris au dépourvu quand une situation extraordinaire arrive. Par exemple, un démon arrive et il vient essayer de nous attaquer. Il doit être assez expérimenté pour être capable de se défendre. Il ne doit pas dire « Ah merde, je n'avais pas prévu ce type d'expérience-là ». Donc, il faut vraiment que ce soit un sorcier très expérimenté. Le nécromancien est moralement responsable de tout ce qu'il fait faire par ses esprits familiers. Tout. Tout. S'il envoie un esprit opérationnel envoyer de la merde à quelqu'un, ben c'est lui qui est responsable de la merde directement. Donc, oui, ça l'entache son karma. Normalement, c'est pour ça que la croyance populaire comme quoi que les nécromanciens sont méchants, je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas qu'ils ne le sont pas, mais disons qu'en majorité, ils sont quand même assez expérimentés pour savoir qu'un karma, c'est quand même assez important à garder sans tâche. Souvent, les esprits qui nous entourent sont liés d'une façon ou d'une autre. Oui. Généralement, les nécromanciens ou les spirites croient au principe de la réincarnation, et donc, bien que l'on fait de nouvelles rencontres, souvent on conserve un certain entourage d'âmes au fil des réincarnations. Oui, je suis d'accord là-dessus, parce que des fois on rencontre des personnes que c'est comme si on avait toujours connu. C'est comme si on retrouvait des personnes quand on les a jamais rencontrées dans la vie actuelle. Tout ce qui est esprit, justement, oui, touche beaucoup de pratiques, évidemment. Donc, c'est important de garder un respect envers les esprits, parce que tout simplement, l'esprit, ils peuvent soit nous nuire ou soit se retourner et partir et plus jamais nous contacter. Donc, c'est quand même assez important quand je parlais de l'amitié qu'un esprit peut avoir avec un nécromancien ou avec une personne. C'est quand même assez important, assez essentiel. Qu'est-ce que le Necronomicon? Là, on tombe un peu... je vais vous parler un peu d'histoire, en fait. Le Necronomicon, aussi appelé le Livre des Morts, aussi appelé le Kitab al-Azif, qui voudrait dire, genre, le Livre des Morts. La première mention de ce livre-là a été faite dans une courte histoire écrite par H.P. Lovecraft en 1922. Lovecraft lui-même disait que le mot Necronomicon lui serait venu en rêve et que c'était à 100%, c'est de la fiction à 100%. Suite à la publication de son histoire, les auteurs, le monde cherchait beaucoup à pouvoir lire ce Necronomicon-là, pensant qu'il était réel. Et il y a des faussaires qui ont écrit le Necronomicon par la suite pour justement se faire de l'argent sur le dos.
Donc, il n'y a pas d'histoire comme quoi que le Necronomicon serait un vieux livre des morts qui expliquerait comment communiquer avec les esprits, parce que suite à ça, c'est en fait Lovecraft écrit des histoires d'horreur. Et dans ces histoires-là, les nécromanciens déterrent des cadavres pour leur poser des questions. Le cadavre, il s'assoit direct, répond aux questions, et par la suite, le nécromancien leur promet de brûler leur corps pour éviter qu'un autre nécromancien puisse l'utiliser pour encore là le déranger et poser des questions. Ça, en fait, je dis pas que c'est Lovecraft qui a écrit ce type d'histoire-là, mais c'est l'histoire populaire qu'on entend souvent quand on fait des recherches sur la nécromancie sur Internet. Euh, et ça se passe pas comme ça. Les nécromanciens ne font pas lever des corps, ne font pas lever les morts, devenir des zombies et tout. Le Necronomicon, et c'est de la fiction, n'est pas réel. Par contre, il existe des livres des morts, comme par exemple le livre des morts de l'Égypte antique. Lui, il a réellement existé. Est-ce que les copies qui nous parviennent aujourd'hui, c'est des vraies copies, mais les archéologues auraient trouvé quelques mentions sur le livre des morts. Où est-il? Est-ce qu'il a été découvert? On n'en a aucune idée. Ça couvre pas mal tout ce que les recherches que j'ai fait sur le sujet. Évidemment, les informations que j'ai trouvées dans les livres étaient... En fait, j'ai eu de la misère à trouver des livres vraiment réels, de trouver des informations précises, parce que autant dans mes livres historiques, l'Église catholique a tellement terni la pratique, a tellement envoyé de fausses informations que c'est ce que je trouvais dans les livres, comme quoi que les nécromanciens étaient capables de lever les morts, littéralement. J'ai été chanceuse, j'ai trouvé quand même des livres que je considère assez fiables sur la pratique. Le livre était très intéressant, j'ai lu quand même beaucoup d'informations sur la façon de faire et tout, et franchement, j'ai adoré mes recherches. Merci beaucoup aux Patreons qui me l'ont suggéré. J'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié le sujet. En fait, c'est un des avantages des Patreons. Ils peuvent nous faire des demandes spéciales. Venez nous voir sur Twitch. Vous avez simplement à chercher Sorcellerie Net. On est là. Suivez-nous. Le podcast, vous pouvez nous trouver absolument partout, autant sur YouTube que sur Spotify, que sur Google Podcasts, que sur tout plein de plateformes. Venez nous écouter. On parle de divers sujets. Si vous venez sur sorcellerie.net, vous allez tout simplement pouvoir... on a un forum exclusif sur tous les directs qu'on fait, sur toutes les vidéos, les podcasts, et vous pouvez y laisser vos commentaires. On apprécie vraiment beaucoup quand vous nous faites des commentaires. Donc, venez partager avec nous ce que vous en pensez. Sorcellerie.net, évidemment, c'est un site d'information sur tout le domaine de la sorcellerie et de la magie, autant bénéfique que maléfique, que peu importe ce qui vous intéresse, le paranormal et tout. On ne juge pas votre pratique. Venez discuter avec nous sur le site, c'est à 100% gratuit. Je voudrais remercier en même temps nos contributeurs Patreon. Merci beaucoup de nous aider à continuer à pouvoir diffuser et à faire des vidéos. Les abonnements sont vraiment pas très chers et vous avez vraiment beaucoup d'avantages liés à ça. Vous avez beaucoup de bénéfices. Merci beaucoup à Olfatera qui fait les bijoux que je porte, le magnifique petit collier en pierre de lave qui me permet de mettre aussi des huiles essentielles. Mes merveilleux colliers que je porte. Aujourd'hui, j'étais plus dans la noirceur, donc j'en ai profité pour porter un beau bracelet. Les bracelets sont magnifiques, donc allez les voir. Merci à Greg Hotbread, on peut le voir sur YouTube, qui a composé la musique originale de sorcellerie.net. Merci beaucoup, Greg. J'espère que l'information que je vous ai fournie, que ça vous a intéressé et que vous avez apprécié. Vous pouvez toujours nous suivre, autant sur Twitch que sur YouTube. Donc, un grand merci. Je vous dis au revoir, à la prochaine.